Palou, on dit Palou, j'aurais rendu ma carte. Ma carte de membre. Je pense que c'est Tshisekedi et Antoine Gizenga. Ah, ça, je ne sais pas, il faut vous-même, qu'est-ce que vous pensez de Adolphe Mouzito, par exemple? D'abord, le respect, parce que, bon, Gizenga, c'est un nom. Voilà, c'est un nom, le respect, mais je crois que il m'a déçu au niveau des attentes. En fait, il est retombé dans le commun des politiciens congolais, quoi. Donc il n'est pas sorti du lot, alors que en arrivant, avec l'aura qu'il a, avec le passé qu'il avait, je pensais qu'il allait transformer quelque chose dans notre société, mais j'ai l'impression qu'avant Gizenga est égal à après Gizenga. Et Adolphe Mouzito? Même chose, hein, il vient dans la foulée, donc lui il a encore moins d'aura que le précédent, donc ça veut dire que si le précédent n'a rien fait, c'est que lui c'est pire. Vous avez déclaré à un média il y a quelques mois que si Etienne Tshisekedi ne se représente pas en 2011, vous serez candidat à la magistrature suprême. Le confirmez-vous aujourd'hui? Oui, je le confirme, mais tout en souhaitant le plus possible que ce soit Etienne Tshisekedi le candidat. Mais en fait, je vais vous couper l'herbe sous les pieds, c'était un message que j'envoyais à certaines personnes. En fait, c'était pas une conviction. Et qui l'ont très bien compris. En fait, c'était pas une conviction. Vous, qui n'aimez pas la spéculation, donc vous l'avez fait aussi. C'est-à-dire, ces messages, ça n'a été que de la spéculation, il n'y avait pas de la conviction. Ce n'est pas de la spéculation, c'est sérieux. Mais simplement, pour le moment, tout ce que j'ai fait en politique, je l'ai fait pour l'essor, pour la confirmation du combat, l'aboutissement heureux en tout cas du combat d'Etienne Tshisekedi. Mais comme c'est un être humain, donc qui est appelé un jour à disparaître, je dis, et j'ai dit à ceux qui tablaient sur sa disparition, qu'ils ne pensent pas qu'après Etienne Tshisekedi, c'en serait fini pour les Tshisekedi, il y en aura un autre. Est-ce que vous aurez le même aura que Tshisekedi? Ah non, je n'ai pas la prétention d'avoir la même aura que lui, mais ce que moi je dis, c'est que j'ai suffisamment évolué à côté de l'homme Tshisekedi, le père Tshisekedi, pour être suffisamment, me sentir suffisamment armé et suffisamment outillé pour pouvoir traduire en acte ce qui a été sa pensée politique. Des 5 chantiers. J'ai des convictions certaines, si vous voulez, nous pouvons en parler, mais en tout cas, j'en ai. Belgica a eu les mérites d'organiser son congrès, et à quand les vôtres? Si vous appelez ça un mérite, je vous le concède, mais en tout cas, je ne crois pas que après la confusion qui a suivi ce que vous appelez congrès, on puisse jeter des fleurs à celui qui est à la base de cette confusion. Parce qu'aujourd'hui, plus qu'encore qu'hier, plus qu'encore qu'il y a 2 ans, la cacophonie s'est aggravée à l'intérieur de nos rangs. Et je ne pense pas que c'était un geste prudent que de faire ça, d'autant plus que depuis le 17 janvier, comme je vous l'ai dit, le président national a dissous le comité organisateur du congrès, avait dissous le comité organisateur du congrès. Mais vous ne dites toujours pas à quand votre congrès. On parlait du second semestre de 2009, oui. On vient d'entamer ce second semestre, oui. Et à quand allez-vous l'organiser? En fait, vous dites que c'est le premier congrès... On l'entamera en réalité le 1er juillet, c'est pas grave. Mais je dis, le congrès, le premier congrès de l'UDPS sera organisé le jour où Etienne Tshisekedi, président national, décrétera la date, c'est tout. Comme il avait fait pour le mois de février. Malheureusement, le CEC était incapable de rassembler suffisamment autour de lui toutes les énergies pour organiser ce premier congrès. Et c'est là, le président national s'étant aperçu de cela, sans parler aussi des rapports qui ne lui sont jamais parvenus, parce qu'il voulait en savoir un peu plus sur le rapport financier, le rapport d'organisation et tout ça ne lui est pas parvenu à temps. Donc il avait décidé d'annuler, enfin de dissoudre le COC et de refaire des choses autrement. Malheureusement, les autres se sont entêtés et voilà, nous sommes... Merci Mike. Cette cacophonie au sein de l'UDPS, c'est ce que vous ne pensez pas que
c'est en quelque sorte caractéristique de ce mouvement depuis bien longtemps. Aussi des exclusions de Marcel Yaou et les autres. Est-ce que finalement, Etienne Tshisekedi n'est pas en quelque sorte l'homme fort qui n'a jamais voulu partager le pouvoir et son fils est en train de continuer le même combat? Mais non, mais totalement faux ce raisonnement. Pourquoi? Parce que tout simplement, Etienne Tshisekedi est devenu président de l'UDPS pour la première fois en 90. Et pas président seul, mais co-président, parce qu'il était président dans un directoire de président, un collège de présidents. Donc c'est vous dire que depuis 82, date de la création, jusqu'en 1990, 90 ou 91 même, j'oublie un peu, là je devrais revoir un peu mes souvenirs. Mais je dis, depuis cette époque, c'était pas Etienne Tshisekedi qui était président de l'UDPS. Donc dire qu'il étouffe les autres, c'est totalement déplacé, non, pas du tout. Vous savez que nous sommes au Congo, hein, vous connaissez les méthodes du régime de la Deuxième République. Malheureusement, j'ai même l'impression que ces méthodes se répètent. Vous pensez que tous ces départs étaient dus seulement au débauchage? Au débauchage. Je suis certain que c'est le débauchage. Quand Marcel Yaou parlait à l'époque... Je vais vous dire pourquoi, je vous explique tout simplement. Je n'ai pas fini ma question, oui. Quand lorsque Marcel Yaou parlait de la coterie, parfois même de la dictature, qui va s'améliorer à parler même de l'intolérance au sein de l'UDPS, est-ce que ça ne continue pas cette façon de voir les choses? Quand on veut noyer son chien, M. Kassamba, on l'accuse de rage. M. Liaou, paix à son âme, était à l'UDPS depuis sa création, et il s'est aperçu, je ne sais pas combien, il est parti quand lui, en 93, 94, donc 10 ans après, qu'il y avait une coterie. Vous y croyez? Pour un intellectuel de son rang, un type avisé, aussi avisé que lui. Non. Et M. Kibasa, 2 années après, non. Je pense simplement, et d'ailleurs c'est ce que j'allais vous dire, il faut simplement remarquer bien, ici au Congo, et même parfois dans certains pays africains, lorsqu'un opposant entre en dissidence avec ses camarades, vous verrez qu'il attaquera plus ses camarades que le gouvernement ou le pouvoir contre qui il s'était fait opposant. C'est ça qui est curieux. Or, moi je comprendrais et je respecterais quelqu'un qui dit, voilà, moi, Etienne Tshisekedi, je n'en veux plus, il m'étouffe, moi je m'en vais, mais je continue mon combat contre le régime pour lequel nous nous étions ligués avec Etienne Tshisekedi, et contre lequel nous nous étions ligués, plutôt j'allais dire. Et donc, chose curieuse, chez nos opposants qui s'en vont, ils rejoignent directement le régime. On les trouve en accointance avec le régime. Alors là, vous allez dire que le problème, c'est l'opposant qu'on quitte, ou le problème, c'est le débauchage. C'est le débauchage. Est-ce que ce n'est pas la même situation qu'elle est en train de vivre aujourd'hui avec le Tchika? Ben, allez lui poser la question. Pourquoi est-ce qu'il agit ainsi? C'est lui qui dit. Oui, en tout cas, l'intolérance, le manque de débat, le déficit démocratique aussi de l'UDPS. M. Betchika n'a pas posé de débat du tout. D'ailleurs, s'il y a eu quelqu'un qui a eu un privilège extraordinaire, c'est bien lui. Le COC. Le COC, ce n'est même pas une structure, un organe de base, un organe statutaire. Donc c'est une structure d'appui aux organes, c'est un organe technique, c'est une structure d'appui aux organes centraux du parti. Mais cet homme a eu le privilège de diriger cette structure, d'une part, mais d'autre part, de l'ériger, donc par le président national, en organe central. Donc on a suspendu les animateurs des organes centraux pour laisser le COC. C'était du jamais vu à l'UDPS, même du temps des Kibasa et tout ça. Donc on ne peut pas venir, on ne peut pas soupçonner aujourd'hui Betchika d'être une victime, d'être martyrisé. Mais Garçon Dindo vous dira la même chose, M. Boumanza vous dirait la même chose. Ce n'est pas vrai, je les rencontre. Je ne pense pas, je les rencontre, en tout cas, ce n'est pas le débat que nous avons. Ils sont partis pour d'autres raisons, c'est leur droit. Vous les avez exclus, Boumanza en particulier. Deuxième journaliste, c'est madame Jemercy Zob, qui doit nous rejoindre maintenant, journaliste Antenne A, pour la deuxième partie des questions-réponses à notre invité, Jemercy Zob de Antenne A. Vous avez 15 minutes et vous avez Félix Tshisekedi. Merci. Monsieur Félix Tshisekedi, je vous le concède, vous avez dit que votre père
va bien, je vous le concède, mais à quand la restructuration du parti? La restructuration du parti se fera lors du premier congrès. Lors du premier congrès. Je voudrais encore rebondir sur une question que mon confrère Mike venait de poser tout à l'heure. Alors, l'aile Belgique organise le premier congrès. Vous dites que votre père a désavoué cette aile. Pourtant, à l'issue du congrès, il y a eu certaines recommandations. Et parmi les recommandations, il figure le plébiscite de votre père comme candidat président de la République en 2011. Et Étienne Tshisekedi ne dit rien, et comme on nous dit qu'il ne dit mot consent, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous réponds par une question. Pensez-vous qu'Étienne Tshisekedi a besoin d'un plébiscite? Non. Je crois que c'était simplement de la poudre aux yeux pour pouvoir, derrière cela, derrière ce pan-là, avancer un autre pion qui consistait justement à se positionner comme étant un successeur éventuel d'Étienne Tshisekedi. Il n'a peut-être pas besoin d'un plébiscite, mais il accepte parce qu'il n'a rien dit. Non. Lorsqu'il rejette les résolutions, ça veut dire qu'il rejette le plébiscite. Il ne faut pas dire qu'il n'a rien dit. Donc vous insinuez... Il a parlé par son assistant, je crois. Vous insinuez que M. Bexika souhaiterait être les dauphins déclarés et légitimes d'Étienne Tshisekedi. C'est clair. C'est que vous ne voulez pas. Non, c'est pas ça. C'est héréditaire d'être dauphin. Non, attention, je n'ai pas dit que j'étais moi, je me disputais cette place avec M. Bexika, non, pas du tout. Mais il faut le faire dans les normes. Un jour, Tshisekedi aura un successeur, c'est clair. Il l'aura un jour, mais il faut le faire dans les normes. Parce que vous avez dit que moi-même je suis candidat, donc... oui, je suis candidat à la candidature, hein, donc oui. Je n'impose pas mon point de vue, mais et encore, je suis candidat si, donc il y a, avec beaucoup de si, on mettrait pareil en bouteille, comme on dit. Donc mon cas importe très peu ici. Donc, nous parlons de M. Bexika. Ce que j'ai désapprouvé dans sa démarche, c'est un peu cet esprit de vouloir à tout prix, fût-il pour écraser les autres, mais vouloir à tout prix se positionner. Et ça, c'est très dangereux pour l'unité du parti. Parce que l'unité du parti, je sais qu'elle est chère à Étienne Tshisekedi et elle m'est chère aussi. D'ailleurs, ils sont très bien placés, nos amis de Rigini, de l'autre aile, comme vous voulez qu'on dise, pour savoir que j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens dans cette situation quand je suis revenu de Belgique l'année dernière en 2008 pour essayer de rapprocher tout le monde, rapprocher tous ses amis, réconcilier tout le monde, mais malheureusement les choses n'en sont pas. Merci. Dans quelques jours seront organisées les municipales. L'UDPS accepte de prendre part à ces élections. Dans quelques jours, vous dites? Dans quelques temps, pour s'organiser les municipales. Alors l'UDPS accepte. Pourquoi avoir attendu? Pourquoi avoir attendu si longtemps? Oui, si longtemps. Il y a beaucoup de raisons. D'abord, la première, c'est que l'UDPS est un parti politique. Ce n'est pas... c'est pas une ONG, par exemple. C'est un parti politique. Et un parti politique ne vit pas sur des hypothèses ou sur de la fiction. Un parti politique vit la réalité. Et la réalité, aujourd'hui, est que le pays va mal. Il va même très mal. Alors, il fallait réfléchir. D'ailleurs, le débat n'est pas terminé. Le débat bat son plein au sein de l'UDPS. Mais simplement, j'ai l'impression que c'est la majorité qui souhaite que l'on aille aux élections. C'est justement quand le pays va mal qu'on doit sentir la porte de l'opposition. Mais voilà. On a l'impression que vous faites vraiment de la politique de la chaise vide. Ça va. Non, mais je termine justement, je dis, oui, enfin, la politique de la chaise vide, on peut en parler, mais vous verrez que nous n'avons pas eu tort de boycotter finalement les élections de 2006, parce qu'on nous a vraiment poussé à ne pas y aller. Et, bon, ça c'est une autre histoire, mais pour le moment nous revenons parce que nous trouvons qu'il est temps de sauver ce peuple, de sauver ce pays. Le pays est en danger, le pays va mal, l'UDPS revient dans le processus pour solliciter la confiance de nos compatriotes et pouvoir enfin sauver ce pays. Nous en avons la capacité, nous en avons la prétention et je crois que l'UDPS dans le processus électoral
ça va changer énormément. Quelle garantie vous avez aujourd'hui que vous n'aviez pas hier et avant-hier de participer maintenant au processus? Très bien, vous avez posé une très très bonne question. Souvenez-vous que hier, lorsque l'UDPS a posé des problèmes, parce que rappelez-vous qu'il y a eu une délégation des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies qui est venue, qui a rencontré le président national de l'UDPS, et avec qui il était convenu que l'UDPS allait entrer dans le processus électoral en 2005, novembre 2005. À ce moment-là, il a été décidé par le CIAT une réunion quadripartite, donc il y avait le PPRD, le RCD, le MLC et l'UDPS. C'est à l'issue de cette réunion qu'on aurait dû trouver, enfin, je veux dire, débarrasser tous les écueils qui faisaient que l'UDPS ne puisse pas ne puisse pas entrer dans le processus électoral. Mais cela a été saboté avec la complicité du CIAT pour pousser l'UDPS à demeurer dans sa position et rendant donc impossible, je dirais, l'équité dans le processus, donc l'égalité des chances. Et l'UDPS partait déjà perdante. On partait perdante. Mais vous ne répondez pas à ma question. Quelle garantie vous avez aujourd'hui? Aujourd'hui, d'abord, nous avons la garantie par rapport à la communauté internationale. Enfin, je vous ai parlé du CIAT qui représentait la communauté internationale ici. Le CIAT qui, à l'époque, était unanime pour écarter l'UDPS, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'UDPS a des partenaires, des pays prêts à le soutenir, prêts à défendre sa position dans le concert des nations, parce que c'était ça, la voix de l'UDPS était étouffée. Toutes les sonnettes d'alarme que nous avons tirées lorsque nous parlions de l'enrôlement qui commençait, alors qu'avant l'enrôlement, il était prévu depuis Sun City, l'accord global et inclusif, qu'on devait faire le recensement, ensuite l'identification des nationaux et seulement aller à l'enrôlement. On a entamé avec l'enrôlement. Même le déroulement du processus électoral lui-même, on devait commencer par les locales auxquelles nous allons participer maintenant et aboutir par les présidentielles. Mais vous avez vu qu'on a inversé. Mais vous posez-vous la question de savoir pourquoi tout ça. Mais vous voyez déjà qu'il y a une sorte d'obstruction de la part du pouvoir, une sorte d'appétit glouton. Hein, il y a 7 postes réservés dans cette structure. Et ben le pouvoir veut s'en accaparer de 5. Ce n'est pas normal. Bien, merci. Donc, pourquoi vous ne voulez pas que l'abbé Apollinaire Malo Malo continue à diriger la CENI? Parce qu'il ne le mérite pas, tout simplement. C'est quelqu'un qui a... D'ailleurs, je crois que vous devez être au courant. Déjà, juridiquement, il n'est plus à même de remplir cette fonction. Dites qu'il est incompétent aujourd'hui, il y a la révision du fichier électoral, vous acceptez d'aller au municipal. Je ne dis pas qu'il est incompétent, je dis qu'il est illégitime. Illégitime, d'accord. Il y a les municipales qui vont arriver dans quelques temps, ça veut dire que vous allez envoyer finalement les membres de votre parti s'enrôler? Absolument, mais ça a déjà été fait. Nous avons demandé que les gens s'enrôlent. Moi-même, je vais m'enrôler. Je vous le dis, c'est oui, on va s'enrôler. Monsieur Félix Tshisekedi, encore une autre question, c'est par rapport au porte-parole de l'opposition à l'UDPS. Il n'y a pratiquement personne, c'est ce qu'une certaine opinion pense, qu'il n'y a personne qui peut briguer ce mandat-là de diriger l'opposition politique aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui pensent également que comme le MLC, le parti majoritaire de l'opposition à l'Assemblée nationale, et donc le représentant de l'opposition politique devrait sortir de ce parti politique. Mais pourquoi voudriez-vous nécessairement qu'il y ait un porte-parole de l'opposition? Je trouve cette question... constitutionnel? C'est constitutionnel. Oui, mais c'est aberrant. C'est une constitution que, souvenez-vous, elle nous a été imposée, cette constitution. C'est une constitution qui a été conçue à Liège et elle nous a été parachutée ici. Donc je trouve ça aberrant. Est-ce que dans d'autres pays, les pays démocratiques, ces pays-là, à tradition démocratique, France, Belgique, tous ces pays de l'Union européenne, Amérique, il y a des leaders d'opposition? Il y a un combat pour se positionner, être leader, c'est quoi ça? Donc, et en plus, un leader de l'opposition qui aurait rendre ministre avec tous les avantages, etc. C'est de la corruption déguisée, je suis désolé. Donc vous n'êtes pas d'accord avec François Momba qui dit on est majoritaire, on doit être... non, ça c'est un débat propre à ceux qui sont dans les institutions comme ils s'appellent. L'UDPS n'est absolument pas partie prenante de ce débat parce que nous trouvons que c'est indécent. Au moment où ce peuple est en train de souffrir, hein, qu'on débatte des avantages, des privilèges et de ceci et cela. Non, un opposant
c'est quelqu'un qui, par définition, a la prétention de remplacer ceux contre qui il s'oppose. Avec des idées, hein, en proposant ça à la population et en essayant d'avoir la sympathie de cette population. C'est ça un opposant. Il n'a pas à être chouchouté par le pouvoir. Il n'a pas à être choyé, soigné, etc. Parce qu'on sait comment, en plus, on sait comment ça se passe dans ce pays. À un moment, on va fermer le robinet en disant, bon, il n'y a pas d'argent et tout ça, et on va faire marcher l'opposant, le leader. Non, écoutez, ça c'est de la vaste blague. Même si c'est constitutionnel, je crois que s'il y a des choses à changer dans cette constitution, c'est bien l'une des nôtres. Quel est l'avenir de l'opposition? L'avenir de l'opposition, ben, pour moi, bon, d'abord, je ne veux pas parler de l'opposition en général, parce que je ne suis pas maître de tout, je ne maîtrise pas tous les paramètres des partis politiques de l'opposition. Je peux parler de l'UDPS et je peux dire que l'avenir de l'UDPS est en rose. Moi, je le vois en rose parce que c'est un parti. En fait, être membre de l'UDPS, c'est comme avoir un état d'esprit. L'UDPS, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, il est là, il est vivant, il existe, il est palpable. Tant qu'il sera là, ça veut dire que l'UDPS vivra. Et très bientôt, d'ailleurs, moi je suis convaincu que si nous avons des élections libres, démocratiques et transparentes, c'est pour ça que je parlais des partenaires étrangers qui nous les garantissent. Si nous les avons, l'UDPS va arriver au pouvoir. Même si ces élections sont libres, elles ne seront pas faciles pour vous. Oui, ce ne sera pas facile, évidemment. Ça c'est clair, ce ne sera pas facile. Mais je suis certain que l'UDPS arrivera au pouvoir. En coalition ou en majorité absolue, nous arriverons au pouvoir et vous verrez que nous changerons. On va en parler tout à l'heure. Merci Zom pour toujours une participation efficiente dans cette émission. On marque juste une petite pause, il est temps de se retrouver dans quelques instants. Retour sur ce plateau des fauteuils blancs qui reçoit aujourd'hui pour la première fois l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, représentée par le fils de l'opposant de toujours en RDC, Étienne Tshisekedi, Félix, de son prénom. Alors, tout à l'heure, vous parliez de retour ou l'entrée de l'UDPS dans les institutions, sous quelque forme que ce soit. Question directe, s'il y a une ouverture aujourd'hui de la majorité actuelle à l'opposition et qu'on vous propose d'être ministre de la République, oui ou non? Non, je dis non, c'est clair. Pourquoi? C'est clair, parce que je ne me reconnais pas dans les députés qui forment la majorité. C'est tout à fait simple. Je suis de l'UDPS, je suis de l'opposition. À l'UDPS, il y a un modèle de société, un projet de société, de transformer cette société, et que je ne vois pas dans la majorité actuelle au Parlement. Donc, qu'est-ce que j'irai faire comme ministre là-bas? Parce qu'un ministre, je suppose que c'est quelqu'un qui fait la volonté de la majorité, de la majorité qu'il défend. Et que pensez-vous de la débâcle, si le terme est approprié, de l'opposition aux dernières élections au niveau du bureau de l'Assemblée? Bon, écoutez, moi j'ai suivi ça de très très loin parce que je ne me sentais pas du tout concerné. Bon, la débâcle, je dis qu'ils ne risquent rien à rien. Hein. Ils ont osé, ben, ils se sont cassés les dents. C'est une leçon pour eux. Et les causes, c'était quoi pour vous? Ben, la cause, à mon avis, bon, je n'entre pas dans les spéculations. Je vous ai dit que je n'aime pas les spéculations, quoique c'était des spéculations assez sérieuses. C'était plus que des spéculations, cette histoire d'argent qui a circulé. Mais à mon avis, la cause, on la voit. Donc, d'une part, il y a une famille politique qui compte 300 ou 400 membres, et de l'autre, une centaine. Donc, là, il n'y a pas photo, il n'y a pas combat. Hein. Voici maintenant M. Patrick Chamala de Télé 7, première participation à Fauteuil Blanc. Télé 7 qui est une chaîne qui monte en ce moment d'ailleurs, assez bien organisée, pour une série de questions à l'invité donc, Félix Tshisekedi de l'UDPS. Monsieur, j'allais dire Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi, vous l'acceptez comme ça ne vous gêne pas, j'espère que l'on confonde quelquefois. Vous pensez qu'aujourd'hui l'UDPS a ce poids sociologique important qu'elle avait, cette union donc dans les années 80, 90, vous pensez qu'elle a gardé ce même poids sociologique aujourd'hui? Très franchement, je vous réponds non. Nous n'avons plus ce poids sociologique, mais par contre, nous avons gardé la sympathie. Je vous ai dit que tous les jours nous sommes accostés, il n'y a pas que moi, mais tout le monde. L'UDPS continue d'intéresser les gens. Les gens, même ceux qui sont au pouvoir, croyez-le, ils regrettent ce qui se passe à l'UDPS. Croyez-le. Donc ça veut dire que nous avons gardé la sympathie. Et puisque ce pouvoir
AMP, Palou et Démon a déçu les attentes, nous pensons en tout cas que nous pouvons légitimement nous positionner comme alternance et dire à nos compatriotes que lorsque nous aurons tué nos divergences internes, nos querelles intestines, nous pourrons servir leurs intérêts et mieux les servir en tout cas que la coalition actuellement au pouvoir. Mais c'est quand que vous le ferez? C'est la grande question. Parce que dès que vous y allez comme ça fragilisé, vous n'y arriverez jamais. Je vous ai parlé des prochaines échéances et ne vous en faites pas. Il y a des bonnes volontés qui se mettent à agir dans le parti, qui veulent que les fils et les filles de ce parti reparlent de nouveau le même langage, fument le calumet de la paix. J'ai bon espoir que ça va aller. Ce qui nous arrive, c'est inhérent à toute communauté humaine. Hein. Il y a toujours des empoignades, il y a des divergences, il y a ceci et cela. L'essentiel, c'est d'en sortir grandi et de se réconcilier pour l'intérêt supérieur du parti. Je crois que ça arrivera. Et le président national s'y active, je pense que ça va se faire. Comme vous l'avez dit vous-même, M. Tshisekedi, s'il arrive quelque chose à votre pays aujourd'hui, c'est qui les leaders des l'UDPS? On le trouvera et on se mettra ensemble. Il faudra vous le retrouverez? Nous le trouverons en nous mettant ensemble pour le désigner. D'ailleurs, vous verrez que c'est lui, je vous le dis maintenant, c'est lui qui mettra fin à ce désordre. Et très bientôt. Merci Patrick Tchamala, merci pour votre participation en fauteuil blanc. L'émission tout va vers sa fin, avant qu'on puisse conclure avec un étudiant qui va venir tout à l'heure, Félix Tshisekedi. Tout à l'heure, en vous suivant, j'ai l'impression que vous n'êtes ami de personne. Vous n'êtes ni ami de la majorité, ni ami de l'opposition, dite républicaine, MLC, Palou, je dirais même les autres, hein, qui ne sont pas les Jean-Claude Wemba, etc. Mais vous êtes ami de qui finalement? C'est faux, c'est totalement faux. Jean-Claude Wemba, j'aime bien, je m'entends très bien avec lui, je le vois, je le rencontre, je discute. François Mwamba, n'en parlons pas, parce qu'on a même des liens de famille, des liens de parenté. Il est le mari de ma cousine pour la petite histoire. Mais vous déniez sa popularité? Ah non, je n'ai pas dénié sa popularité. Vous avez dit qu'ils n'ont pas aussi... Je n'étais pas d'accord avec M. Moukébaï qui disait que parce que le MLC a fait un tabac dans les deux Kasaï, c'en était fini pour l'UDP. Comme le Palou à Kinshasa. Non, le Palou n'a jamais fait de tabac à Kinshasa. Qu'est-ce que vous racontez là? Je ne suis pas d'accord avec vous. Jamais, pas du tout. Vous me dites dans une partie de Kinshasa, d'accord, je vous comprendrai, mais pas dans Kinshasa, c'est faux, ça je le conteste. Et on peut prendre le pari et descendre dans... non, pas du tout. Vous êtes appelé à avoir des coalitions, étant donné que vous n'avez pas des causes enfants. C'est les Congolais qui vont décider. Si les Congolais décident que demain nous ayons comme allié de coalition le PPRD, mais nous serons obligés d'oublier toutes les frustrations que nous avons connues et d'aller aux affaires avec le PPRD. Vous ferez mieux que le Palou aujourd'hui. Quoi que je rectifie quand même, il faudrait que l'UDPS tient vraiment à un état de droit. Notre combat, c'est l'instauration d'un état de droit. Et moi, j'en profite pour dire que j'insiste pour que les cadres de demain, les dirigeants de demain ne soient pas des gens qui ont été mêlés à la mégestion. Et donc, quel que soit notre allié de coalition, si jamais le peuple le décide ainsi, eh bien, il devra se débarrasser de tous les mauvais gestionnaires. Ou bien, ils seront rattrapés par la justice et mis en prison. Parce qu'il faut que dans ce pays, on mette fin à la corruption. Il faut. Comme disait le président de la République dans son discours, mais malheureusement ça n'a jamais été suivi des faits, il faut que les prisons se remplissent, parce que les prisons doivent se remplir. Il y a trop de corruption dans ce pays qui est la véritable gangrène qui empêche le développement de ce pays. C'est la corruption. Félix Tshisekedi, j'ai lu quelque part qu'Antoine Gizenga a été anobli héros national. Est-ce que vous allez lutter aussi pour que Etienne Tshisekedi le soit aussi? Non, je crois qu'un héros national, c'est dans le cœur qu'il existe, c'est pas dans des statues, des monuments, de tout, non. Cette démarche, je crois que ce sont les Congolais qui reconnaîtront en Etienne Tshisekedi un héros national. C'est pas, ça se force pas. Ça ne se force. Donc vous contestez le statut d'Antoine Gizenga, héros national? En tout cas, moi je ne le considère pas comme mon héros. Hein. Peut-être qu'il est pour les gens du Palou, je respecte ça, pas le même. Étudiant maintenant qui doit intervenir, c'est Peter Kassongoma de la Faculté des Relations Internationales en jeu 3 Université Chrétienne Cardinal Maloula. Installez-vous et vous avez Félix Tshisekedi en face de vous pour une question. Merci beaucoup de l'occasion que vous m'accordez.
J'avais 3 questions, mais comme on me donne une, je la pose alors. Allez, deux. Ok. C'est la meilleure. Les deux meilleures alors. La première question, vous avez dit que vous avez accepté d'aller aux élections. Et bon, je me dis, j'ai suivi à la télé l'aile Belchica que vous êtes en train de ne pas reconnaître. Je les ai suivis, ils ont tenu leur congrès, mais ils ont drainé un grand monde, une grande foule. Alors je me dis, vous dites que vous devez aller aux élections, mais déjà, il y a une division au sein de l'UDPS. Avec toute la sagacité que nous reconnaissons au leader Étienne Tshisekedi, est-ce que ne serait-il pas possible d'abord de réunir toutes les deux ailes afin de trouver, je ne sais pas, une solution? Parce que vous ne pouvez pas aller aux élections du moment qu'il y a deux ailes, parce que l'aile Belchica aussi est en train de drainer le monde, parce que Belchica parle au nom de l'UDPS. Mais écoutez, d'abord je vous fais remarquer que vous dites l'aile Belchica, vous ne dites pas l'aile UDPS, donc ça c'est clair que ce n'est pas incomplet. Donc voilà, donc c'est clair que c'est incomplet, c'est une partie de l'UDPS et pas l'UDPS. Et je vous ai dit ici que à l'UDPS, il y a des bonnes volontés qui commencent à s'activer dans l'ombre encore, ça viendra peut-être, on verra, pour essayer de remédier à cette situation qui est vraiment regrettable pour tout le monde. En tout cas, je suppose, pour moi, elle est vraiment à fond, elle est regrettable. Moi, j'ai tout fait pour empêcher cela, mais apparemment, il y avait d'autres velléités qui m'ont dépassé et nous y sommes. Et je vous ai dit également que le président national, de là où il est, commence aussi à se lasser de cette situation, d'autant plus que les échéances électorales sont à venir, sont en train de pointer à l'horizon, donc il serait temps, en tout cas qu'on se mette en ordre de bataille pour attaquer les élections. Donc j'ai bon espoir, d'autant plus que moi-même, dans quelques temps, je vais aller auprès du président national pour lui faire mon rapport et essayer de voir ensemble comment. Donc j'ai bon espoir que la situation va se décanter dans quelques mois. Merci beaucoup. Je pense que l'émission se termine maintenant. Félix Tshisekedi, quelques petites questions, on va dire des titres personnels. On dit les fils d'eux dans ces pays arrivent toujours à s'y retrouver. Est-ce que cette façon d'être opposant à tout ne vous prive pas d'une existence quelconque? Non, monsieur Kassamba, j'ai toujours détesté le pouvoir pour le pouvoir. Oui, je paraîtrais peut-être pour un naïf, un idéaliste, mais j'accepte. Parce que moi, j'ai toujours dit que si j'accédais au pouvoir, c'est pour changer les choses. Il faudrait que je laisse, pas une maison, pas des villas, pas des véhicules, et tout, non, que je laisse dans le souvenir de mes compatriotes des œuvres, des décisions, des mesures qui ont apporté le bien-être, en tout cas qui ont contribué à améliorer le quotidien du Congolais. C'est ça, parce que croyez-moi, c'est tous les jours que moi j'ai mal, tous les jours, quand je sors, quand je tombe dans les embouteillages, quand je roule dans un trou, quand je vois des gens marcher à la fin de la journée en masse, pas parce que n'ayant pas de transport, en rentrant chez eux, et en étant même incertain sur le fait de savoir ce qu'ils vont manger et tout ça me fait mal. Et je dis c'est injuste, c'est pas possible. On ne peut pas vivre sur une terre aussi bénie, aussi riche que le Congo et avoir un peuple qui souffre comme ça. Il y a moyen de changer son destin. Et moi je dis, qu'on me traite de naïf ou d'idéaliste, je m'en fous. Je ne veux pas du pouvoir pour le pouvoir. Je veux d'un pouvoir qui me permettra de changer le destin de ce peuple. Pas d'y contribuer. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes non violent, vous occupez des relations internationales au sein de votre mouvement. Ça vous arrive de voyager à l'étranger. Il y a aujourd'hui un Congolais qui agresse les Congolais. Oui. Quelle est votre appréciation de cette situation? Mais vous savez, c'est une situation qui est déplorable. Est-ce que vous condamnez d'abord? Mais je la comprends. Je la comprends. Je la comprends de la même manière que je comprends le phénomène Koulouna ici. C'est un peu des sortes de Koulouna, peut-être en plus propre. Ah, donc vous êtes pour les Koulouna? Non, je comprends le phénomène. Il faut comprendre le phénomène au lieu de le condamner simplement en disant oui c'est mauvais et vous prenez ces petits bandits en puissance, vous les envoyez dans des endroits où ils deviendront plus bandits qu'avant. Non, c'est un... Moi je croyais que les dirigeants de ce pays allaient se mettre ensemble et dire analysons les raisons profondes de cela et trouvons les remèdes. Parce que les Congolais, je crois que ça doit être
des gens les plus pacifiques de ce monde. C'est des gens qui aiment toujours vivre ensemble malgré leurs divergences. Et je crois qu'il y a moyen de les mettre ensemble. Mais si les Congolais en arrivent à agresser des gens, c'est malheureux. Mais ça veut dire qu'il se passe quelque chose que les dirigeants congolais n'ont pas résolu. Et il faut résoudre ça, je pense. Et si demain, vous aurez à gérer les affaires de l'État et que vous voyagez à l'étranger, vous êtes agressé de la même manière qu'on agresse ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Oui, je n'ai pas dit que j'appréciais. Hein. Surtout, je n'ai pas. Vous comprenez. Je comprends pourquoi ces gens en arrivent là. Et quand on comprend pourquoi on en arrive là, on commence d'abord par chercher à résoudre les vraies raisons, à chercher la solution à ces vrais problèmes. Il ne faut pas condamner en disant oui mais bon vous tabassez les gens, et bien voilà vous êtes condamnable, il faut vous arrêter, il faut aller en prison. Mais non, parce que vous ne résolvez pas le problème. Vous arrêtez X, demain c'est Y qui va le faire. Vous arrêtez Y, demain c'est Z qui va le faire. Le phénomène Koulouna, si on ne règle pas le problème des familles, parce que c'est ça le malheur, ce sont les problèmes de famille. Et dans les familles, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'incapacité du père à nourrir ses enfants. Il y a la mère il y a l'inversion des valeurs dans les familles. Aujourd'hui, les mères envoient leurs filles se prostituer pour manger. C'est tout ça qu'il faut régler. C'est un contexte dans lequel nous vivons. Et si on ne règle pas ces problèmes d'ensemble, on ne réglera pas les petits détails. Pour moi, les Koulouna et tout ça, ce sont des détails. Merci beaucoup, l'émission est terminée. Vous pouvez reprendre votre place et en vous demandant en tout dernier lieu, est-ce que vous pensez avoir convaincu ou bien vous vous dites j'ai fait du mieux que je pouvais? En tout cas, j'espère avoir convaincu. J'espère avoir convaincu. Je le pense parce que je suis de l'UDPS et je sais que l'UDPS est le parti qui prend le changement et l'état de droit. Donc je crois que c'est ce que souhaitent nos concitoyens. Donc je pense avoir convaincu. Merci. C'est terminé pour aujourd'hui. Il y a quelques membres qui sont venus vous rendre visite. Je souhaiterais justement vous féliciter pour vos